Tous les pays qui ont acquis la souveraineté internationale restent dépendants de l'Occident, de l'oppresseur. Un siècle après, le continent africain, bien que riche en minerais, est toujours sous-développé. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus à cette deuxième production de Panafricanisme 101 sur Frika TV, la télévision panafricaine. Un siècle après, on se rend toujours compte que les Africains n'ont pas toujours réussi à briser les chaînes de l'esclavage et attendent tout de leurs maîtres blancs. Comment comprendre qu'en Afrique, les populations vivent encore dans la misère, les conditions inhumaines, 100 ans après que les pères fondateurs du panafricanisme aient décidé que les ressources naturelles soient exploitées pour le développement du continent? Pourquoi n'avons-nous pas réussi à développer l'Afrique? Le panafricanisme n'a-t-il été qu'une simple veine politique révolutionnaire? C'est donc là le hic de toute cette émission ce jour, chers téléspectateurs. Et ici, pour nous édifier sur le plateau, nos invités experts, j'ai le plaisir de vous présenter à ma gauche M. Simon Yefou, qui est historien et écrivain. Bonjour, M. Simon. Bonjour, Suzanne. Merci de m'avoir invité sur votre plateau de Panafricanisme 101. Je dis bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs, à tous les panafricanistes qui nous suivent de par le monde. J'adresse aussi tous mes remerciements à la direction de Frika TV pour avoir estimé qu'il était loisible de revisiter le passé du panafricanisme pour voir ce qui n'a pas marché, ce qui a fait en sorte que ça ne marche pas, et ce qu'on aurait dû faire pour que ça marche. Donc, nous allons voir tout à l'heure que le panafricanisme, tel que les pères fondateurs l'ont initié, n'a pas donné les fruits escomptés, tout simplement parce que beaucoup de choses n'ont pas marché comme cela aurait dû être. J'ai également le plaisir de vous présenter M. Fidi, M. Missi Ferdinand, excusez-moi, il est économiste et écrivain lui aussi. Bonjour M. Missi. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Panafricanisme. Bonjour Madame Balema et bonjour à tous vos téléspectateurs. J'espère que l'émission sera enrichissante pour tout le monde. Merci M. Missi Ferdinand. Alors ma première question se dirige vers vous M. Simon Yefou. Le panafricanisme n'a-t-il été qu'une politique vaine? Suzanne, je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non, mais sinon, déjà la dernière fois, je disais que les pères fondateurs du panafricanisme ont choisi ce terme, panafricanisme, en référence à d'autres termes qui étaient en vigueur à l'époque, au 19e siècle, à savoir le panslavisme et le pangermanisme. Alors que le panslavisme avait même plus tard abouti à l'unité des Slaves, d'une bonne partie des Slaves. Vous vous rappelez d'un pays qu'on appelle la Yougoslavie et qui était une puissance mondiale pendant la période du maréchal Tito, ou bien du pangermanisme qui a abouti à l'unité allemande sous la houlette du chancelier Bismarck. Malheureusement, le panafricanisme n'a pas encore abouti à ce que les pères fondateurs espéraient, c'est-à-dire cette unité et cette solidarité entre les Africains du continent ou de la diaspora. C'est parce que beaucoup de choses n'ont pas marché comme cela aurait dû être. Déjà, dès le départ, les initiateurs du panafricanisme, on pourrait dire qu'il n'y a pas eu de passage de relais entre les pères fondateurs et ceux qui les ont suivis sur le continent américain. Parce que les Marcus Garvey, les Webb Dubois, les Sylvester Williams que nous connaissons n'ont pas eu véritablement de successeurs en Amérique. Parce que dans la période qui a suivi les indépendants jusqu'à la période actuelle, les Noirs américains ont parfois une attitude quelque peu condescendante vis-à-vis du continent africain, alors que ce n'est pas cela que les pères fondateurs voulaient. Et aussi, sur notre continent, quand le relais du panafricanisme, quand le flambeau du panafricanisme a été récupéré par les jeunes révolutionnaires africains au congrès de Manchester, ces jeunes-là qui voulaient
en priorité l'indépendance du continent avant de passer à cette solidarité, à cette unité prônée par les pères fondateurs du panafricanisme. On s'est aussi rendu compte que beaucoup de choses ne sont pas allées dans le sens espéré parce que il y avait des divisions et surtout l'influence grandissante des puissances colonisatrices qui déjà ne voulaient pas donner l'indépendance aux Africains. Et quand les Africains ont réussi à arracher l'indépendance dans les années 50, 60 et plus tard les années 70, ils ont continué à vouloir maintenir une certaine tutelle sur ce continent à travers leur système économique capitaliste ou bien ce libéralisme sauvage qui infeste l'air ambiant. Or, on se rend compte que, comme nous allons le voir tout à l'heure, malgré toutes les richesses que nous avons, on n'a pas pu prospérer parce que c'est comme si le système colonial, c'était ce système d'exploitation qui avait commencé avec la traite négrière, qui a duré 3 siècles, et qui a été la traite négrière qui s'est terminée au 19e siècle et qui a consisté à exploiter les ressources humaines sur le continent africain, a été remplacé par la colonisation qui consistait à exploiter les ressources naturelles et continue de nos jours par le néocolonialisme qui est toujours une forme de domination. Donc, pour répondre à la question, le panafricanisme n'était pas une vaine politique révolutionnaire. Les pères fondateurs du panafricanisme avaient un idéal qui était cette solidarité, cette unité, parce que l'union faisant la force, et se disait que les richesses dont regorge le sol et le sous-sol africain, si les Africains s'unissaient et exploitaient à bon escient toutes ces ressources, cela aurait pu permettre à ce continent d'émerger et de devenir très puissant dans le monde. Et M. Simon Yefou, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à développer l'Afrique? On n'a pas réussi à développer l'Afrique tout simplement. Comme je parle des ressources dont regorge le continent, j'ai l'habitude de dire que l'Afrique est à la fois bénie et maudite avec toutes ces ressources. L'Afrique est bénie parce que plus du tiers des ressources minières qu'on trouve dans le monde se trouvent dans le sous-sol du continent africain. Et les sources d'énergie, le pétrole, le charbon, tout cela, le gaz naturel, qui sont les principales sources d'énergie utilisées dans le monde, l'Afrique produit une grande partie de cela. Malheureusement, ces ressources qui auraient pu être une source de développement économique font plutôt le malheur du continent parce que avec ces ressources, l'Afrique est devenue comme une proie, c'est-à-dire il y a un véritable banditisme international qui s'est tissé autour du continent africain pour venir voler toutes ces richesses. Et c'est pour cela que le continent, étant immensément riche, est finalement pauvre parce que les ressources ne lui permettent pas de se développer. Et je parle aussi de la malédiction des matières premières, parce que tant que le continent africain va continuer à exploiter les matières premières, à cultiver les ressources agricoles, les produits d'exportation en vue de les vendre dans le monde à l'état brut, il ne peut jamais se développer. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur mondial de cacao. Je crois qu'il est suivi par le Ghana. Bon, on a beau dire que ce cacao est de très bonne qualité et qu'il permet à la Côte d'Ivoire d'être un grand pays, mais je dis que ce cacao ne rapporte pas à la Côte d'Ivoire ce qu'il aurait dû lui apporter parce que les prix ne sont pas fixés par les Ivoiriens, les prix sont fixés par la loi du marché. On peut même dire que les prix sont fixés par les acheteurs. Et tant que nous continuerons à produire, à cultiver ce que nous allons exporter et vendre à l'étranger pour importer des produits alimentaires, des produits manufacturés, on ne peut pas se développer puisque la balance commerciale sera toujours déficitaire en faveur de l'extérieur. L'Afrique a des terres arables, c'est-à-dire on trouve en Afrique des terres arables et des climats variés qui peuvent permettre à ce continent de cultiver une gamme variée de produits. Je prends 2 cas simples, Suzanne. C'est-à-dire le vin. L'Afrique est un grand importateur mondial du vin.
Or, les recherches ont montré que le vin, c'est-à-dire, on a eu semblant de croire que le vin, c'est une plante qui pousse dans les régions tempérées. Or, les recherches ont montré que du vin peut bien pousser dans les régions tropicales. Donc, l'Afrique peut cultiver de la vigne pour produire du vin de très bonne qualité. Je prends aussi le cas du blé. Et tout récemment, le général Omar el-Béchir, président du Soudan, est tombé à la suite d'une révolte qui s'est transformée en une révolution à la suite de l'augmentation des prix du pain. Or, ce pain, c'est du blé importé de l'étranger, alors que le continent a un climat et des sols favorables à la production. On peut produire du blé en quantité industrielle. Or, chaque année, l'Afrique dépense des milliards pour importer du blé, des milliards pour importer du vin, alors qu'on a des capacités, on a des dispositions naturelles pour produire du blé, pour produire de la vigne et ne plus importer ces produits de l'étranger. Cela veut dire que ce continent riche est pauvre parce qu'il est mal géré, mal gouverné, les problèmes de gouvernance, la corruption généralisée. Nous allons y revenir tout à l'heure si vous me donnez l'occasion de le faire. Merci, Monsieur Simon Yefou, pour votre participation. Alors, je viens vers vous, Monsieur Missy Ferdinand. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à développer l'Afrique? Bon, étant donné que merci de m'avoir donné la parole, étant donné que nous allons parler de développement de l'Afrique sous le paradigme panafricain. Bon, je voudrais d'abord revenir sur la première préoccupation parce que nous devons convenir que les objectifs des pères fondateurs du panafricanisme ne sont pas les mêmes objectifs que nous avons aujourd'hui. Parce que à l'époque de la naissance du panafricanisme, c'était la lutte de libération des Africains, autant sur le continent que dans la diaspora. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une lutte de développement. C'est pour embrayer un peu sur la question que vous venez de me poser. Le développement africain aujourd'hui, comme disait mon copain, M. Simon, est un problème à plusieurs variantes. Maintenant, je ne saurais corroborer sur le fait que l'Afrique soit maudite à cause de ses matières premières, mais je mettrai un peu l'accent sur le système éducatif africain et spécialement camerounais, parce qu'il y a une incongruité dans notre système éducatif qui veut que, arrivé à l'université par exemple, quand vous optez pour les sciences humaines, vous ne passez aucun concours, mais quand il faut opter pour les sciences dures, telles que la physique ou l'ingénierie, vous devez passer un concours. Alors que l'Afrique souffre de sous-développement, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas assez de médecins. Mais comment se fait-il que pour être sorti, par exemple, maître en histoire, en géologie, en anthropologie, en économie, vous ne passez aucun concours. Mais pour devenir ingénieur de pont et chaussée, médecin, vous devez passer un concours. Alors que nous avons plus besoin d'ingénieurs et de médecins que d'anthropologues, d'historiens ou d'économistes. Donc, c'est également là l'une des incongruités de l'Afrique, parce que nous ne pouvons pas regorger autant de matières premières et ne pas former une jeunesse capable de les transformer en produits finis ou en produits semi-finis. Donc, je ne pense pas que les matières premières sont une malédiction pour l'Afrique, mais je pense plutôt que nos dirigeants doivent reformer notre système éducatif afin que ce système éducatif puisse être profitable à l'Afrique. Non, comment comprendre qu'avec d'aussi grands intellectuels que nous avons, personne n'a pu suivre le pas? Bon, si vous définissez l'intellectuel selon le paradigme occidental, c'est celui qui souffre de la diplômite, c'est-à-dire l'abondance de diplômes. Mais est-ce que avoir des diplômes est synonyme d'être vraiment un intellectuel? Bon, les faits nous montrent que ce n'est pas toujours le cas. Parce que nous voyons pertinemment que, compte tenu de l'actualité qui prévaut actuellement dans notre pays, que la majorité des intellectuels remplissent aujourd'hui les prisons. Alors que ceux-là qui ne sont pas intellectuels, c'est ceux qui participent plutôt au développement économique de notre pays.
les bensiquineurs, les vendeuses à la sauvette, les vendeuses au marché sont plus utiles aux Camerounais ordinaires que certains dits intellectuels en fait. Parce que c'est ceux-là, dits intellectuels, qui bradent nos ressources, qui volent des milliards et aujourd'hui qui se retrouvent en prison. Donc, je pense qu'il faut redéfinir un peu le terme intellectuel. Est-ce que l'intellectuel, c'est celui qui se met au service du développement de son pays ou alors l'intellectuel, c'est celui qui passe le temps à collectionner les diplômes? Donc là également est la question. Et vous, monsieur Simon Yefou, comment comprendre que de si grands intellectuels qui sont arrivés au pouvoir n'ont pas suivi le pas? Justement, Suzanne, on s'est donc rendu compte que la première génération des panafricanistes africains, ceux-là qui ont pris le relais du panafricanisme initié par les Noirs américains, c'était des jeunes, et comme vous avez eu à le dire, parfois des instituteurs qui n'ont même pas fait de longues études. Il y avait, c'est-à-dire qui avaient fait peut-être l'école primaire, mais c'était des visionnaires. Quand on prend, bon, peut-être Kwame Nkrumah, il fait peut-être une exception, puisqu'il a fait ses études jusqu'aux États-Unis à l'époque, avant de rentrer en Afrique pour engager le processus de lutte pour l'indépendance de son pays. Sinon, dans la grande majorité des cas, c'était des jeunes trentenaires. Et quand ils ont réussi à récupérer l'indépendance entre les mains des colons européens, c'est là où parfois les problèmes ont commencé, parce que les vrais nationalistes ou bien les vrais panafricanistes, ceux-là qui voulaient que l'Afrique doit s'unir si elle veut être forte, n'ont pas pu tenir longtemps, parce que les anciennes puissances colonisatrices qui tenaient à garder, à faire encore main basse sur leurs intérêts en Afrique, ne leur ont pas laissé le temps d'imprimer leur marque sur ce continent. On se rappelle du cas de Kwame Nkrumah, celui-là qui avait le flambeau même, celui-là qui voulait que l'Africa must unite, c'était son credo. Il a été renversé en 1966 par un coup d'État militaire orchestré par des Ghanéens manipulés par la CIA américaine. D'autres panafricanistes ont été purement et simplement assassinés. On se rappelle de Sylvanus Olympio au Togo, qui a été assassiné. On se rappelle de Modibo Keïta au Mali, qui a été renversé par un coup d'État militaire, puis a été assassiné par la suite. On se rappelle d'Amilcar Cabral, on se rappelle de Patrice Lumumba, qui sont morts assassinés. Ça veut dire que ces premiers panafricanistes qui voulaient une véritable indépendance qui devait être le tremplin pour le développement de l'Afrique ont été véritablement décapités. Et à leur place, il y a une génération, à l'époque c'était les coups d'État militaires, et les militaires qui ont pris le pouvoir disaient que comme l'armée est un corps, où il y a la discipline, avec cette discipline, ils vont imprimer cette discipline sur l'ensemble du territoire national. Malheureusement, on s'est rendu compte que ces militaires qui arrivaient au pouvoir, parfois ils n'avaient rien dans la tête, ou bien c'était juste pour voler et faire manger les membres de leur famille. Et c'est pour cela que, et sauvegarder aussi les intérêts des puissances occidentales qui les ont mis au pouvoir. Et il y a une autre troisième génération, vous avez parlé des intellectuels qui ont fait parfois des études dans de grandes universités occidentales, qui sont venus prendre le pouvoir sur le continent, mais n'ont pas pu implémenter sur le terrain les objectifs, c'est-à-dire les visions, les objectifs fixés par le panafricanisme, tout simplement parce que les puissances occidentales ont continué à maintenir la pression, à maintenir une espèce de couperet au-dessus de leur tête. Donc, pour dire que si vous bougez, on tire, comme on a l'habitude de le dire. Donc, ça veut dire que les dirigeants du continent qui ont pris la relève des Blancs, ou bien ceux qui ont pris la relève des pères fondateurs, ceux qu'on appelle les pères de l'indépendance, n'ont pas pu implémenter sur le terrain le panafricanisme
à cause des facteurs, plusieurs facteurs, aussi bien externes que les facteurs internes. Les facteurs externes, c'est les anciennes puissances colonisatrices qui n'entendent pas lâcher prise, qui ne veulent pas laisser tomber leurs intérêts. Il y a les facteurs internes avec des luttes du pouvoir ou bien l'utilisation des pratiques peu orthodoxes telles que le tribalisme, tel que le népotisme dans le choix de ceux qui doivent exercer les affaires, la corruption généralisée, voilà, les détournements de fonds qui font en sorte que les ressources qui auraient pu permettre au continent de se développer se sont retrouvées parfois dans les banques occidentales, ou bien on a parlé parfois d'aide occidentale pour le développement de l'Afrique. Cette aide parfois se retrouve toujours entre les mains des donateurs. Donc, il y a une espèce de trahison des Africains de la part de leurs élites qui ont pris le pouvoir sans être capables d'apporter de vraies solutions aux problèmes du continent. D'où la situation à laquelle nous assistons aujourd'hui avec des Africains qui fuient par milliers leur continent pour aller vers l'Europe, alors que, comme j'ai l'habitude de le dire, on ne peut pas fuir le paradis pour aller en enfer. Actuellement, on peut dire l'enfer, c'est l'Occident, puisque la domination occidentale, l'ère de prospérité de l'Occident a pris fin. Puisque la domination occidentale qui a commencé au 15e siècle, a duré 5 siècles, elle a pris fin avec le 20e siècle. Le 21e siècle, les données ont changé. Et les Africains doivent se rendre compte qu'en fuyant leur continent, qui est le paradis, parce que toutes les richesses, la plupart des richesses mondiales, c'est en Afrique. Leur avenir, ce n'est pas en Occident. Leur avenir, c'est sur le continent. Or, malheureusement, ce sont les dirigeants, ceux-là qui ont pris les rênes du pouvoir, qui n'arrivent pas à trouver des solutions aux problèmes des jeunes, aux problèmes de la population, d'où les migrations, d'où les guerres fratricides auxquelles on assiste un peu partout sur le continent, d'où les maladies, des épidémies qu'on est capable de soigner parfois dans plusieurs régions du continent, alors qu'on a beaucoup de ressources qui attirent le reste du monde. Merci, M. Simon Yefou. Et en titre de rappel, chers téléspectateurs, vous êtes bien sur Frika TV et l'émission, c'est Panafricanisme 101. Nous parlons de panafricanisme et indépendance de l'Afrique. Je reviens vers vous, M. Missi. Avec autant de guerres, de conflits ethniques, des élections pas très souvent transparentes, la répartition inégale de richesses, l'Afrique peut-elle se développer un jour? Ok. La question que vous posez relève du système politique des pays africains. Et s'il faut parler du système politique des pays africains, après les indépendances, il nous a été imposé un système politique qu'on appelle la démocratie, sans l'avis des Africains. Juste après la conférence de Bâle, dans les années 1989. Donc, maintenant, qu'est-ce que la démocratie? Et est-ce que la démocratie a déjà apporté le développement dans un pays africain? Parce que les guerres fratricides dont vous parlez, les guerres tribales dont vous parlez, les élections frauduleuses dont vous parlez ne sont que les conséquences d'un système politique que je considère inadapté à l'environnement des Africains. Parce que ce système politique a été imposé à l'Afrique, l'Afrique ne l'a pas demandé. Donc, le pluralisme, la liberté d'expression sont des éléments qui sont des bonnes choses, mais qui ne sont pas de nature à favoriser, disons clairement, le développement chez nous. Pourquoi? Pourquoi il y a des guerres fratricides? Parce que lors d'une élection, par exemple, je ne veux pas revenir sur les élections, des dernières élections, mais prenons le cas généralement. Généralement, c'est deux camps qui s'affrontent. Dans un pays, par exemple, où il y a 45% de personnes qui ont voté pour un candidat et 55% qui ont voté pour l'autre,
On a l'impression que les 55% sont opposés aux 45%, les 45% sont opposés aux 55%, ce qui ne devrait pas être le cas. Ce qui ne devrait pas être le cas. Mais la démocratie à l'occidentale nous pousse, parce que nous la trichons de manière automatique, de manière mécanique, nous pousse à nous opposer sans tenir compte de nos convergences, de nos origines, de nos traditions. À côté de cela, il y a aussi le problème de la religion, qui est un problème très prépondérant aussi chez nous, parce que des gens se tuent juste parce que les autres sont musulmans ou les autres sont chrétiens. Donc, véritablement, je pense que nous devons repenser la politique en Afrique. Est-ce que nous devons essayer de copier l'Asie? Parce que, regardez bien, il y a moins de guerres fratricides du côté asiatique qu'en Afrique. Vous vous rappelez bien du massacre du Rwanda en 1994, hein, où on a opposé les Hutus aux Tutsis. Par qui? C'est toujours les Occidentaux. Donc, véritablement, je pense que le développement en Afrique les solutions de développement en Afrique doivent être endogènes et non exogènes. Ça veut dire que nous devons rechercher en nous-mêmes les solutions dans notre propre développement, sans toutefois copier bêtement, automatiquement tout ce qui vient d'ailleurs. Merci, Monsieur Missi. Monsieur Yefou, où est l'Union africaine? La solidarité mise en avant de la lutte des indépendances par les pères fondateurs du panafricanisme. Oui, Suzanne, l'Union africaine. Bon, avant de parler de l'Union africaine, il faut aussi dire un mot sur son ancêtre, l'Organisation de l'Unité africaine, puisque j'ai l'habitude de dire que la création de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963 à Addis Abeba a été le premier signe de l'échec du panafricanisme. Parce que vous vous rappelez que le 25 mai 1963, la charte créant l'Organisation de l'Unité africaine est signée. Or, cette charte consacre la balkanisation du continent africain perpétrée par les prédateurs occidentaux à Berlin, au congrès de Berlin en février 1885. Et l'OEU a donc reconnu l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Donc, c'était donc le premier signe de l'échec du panafricanisme. Or, c'est presque 40 ans plus tard que les chefs d'État africains, à l'initiative du guide libyen Muammar Kadhafi, se sont retrouvés à Sirte pour dire qu'ils ont enfin vu que l'Union africaine, en fait, ce n'était pas le que l'Organisation de l'Unité africaine, en fait, n'était pas le panafricanisme et qu'il fallait passer à la vitesse supérieure en créant une Union africaine dotée de structures différentes. Or, c'est en 2002 que l'Union africaine a commencé à fonctionner effectivement. Cela veut dire que ça fait 17 ans. Et si 17 ans après, on se rend compte que rien ou presque n'a changé sur le continent africain en termes de mise en pratique des données du panafricanisme, cela veut dire que même l'Union africaine suit exactement la voie tracée par l'Organisation de l'Unité africaine, c'est-à-dire la division du continent africain, puisque l'Union africaine a aussi pris à son compte l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Bon, bien sûr qu'elle a prévu un certain nombre de choses qu'elle entendait faire, telles que le Parlement panafricain, qui a commencé à fonctionner en Afrique du Sud sans qu'il n'y ait des élections au niveau du continent. Bon, je crois, très bientôt, il y aura les élections européennes, les élections pour élire les députés européens. Je n'ai pas encore entendu parler d'élections africaines pour désigner des députés qui vont représenter les Africains. Et on a prévu le Fonds monétaire africain qui n'a pas encore vu le jour. On a prévu une banque africaine de développement, une banque centrale africaine qui n'ont pas encore vu le jour jusqu'à présent. Et cela veut dire que il y a peut-être beaucoup de choses positives dans l'acte constitutif de l'Union africaine, que si cela était mis en application, cela pourrait mettre un plus
dans le développement du continent africain. Et je me rappelle aussi des dernières initiatives prises par le dernier président en exercice de l'Union africaine, qu'était le général Paul Kagame, avant que le président égyptien ne prenne la relève. Il a dit que l'Afrique ne peut pas se développer sans un marché unique au niveau du continent, d'où la création ou bien l'initiative qu'il a prise de lancer une zone de libre-échange au niveau du continent. Mais comme les vieilles pratiques ont la vie dure, on se rend compte que les dirigeants africains sont les premiers à ne pas aller dans ce sens-là, parce que jusqu'au moment où je parle, on a parlé de juste 22 pays qui ont ratifié cette initiative de zone de libre-échange. Bon, peut-être, on avait dit que si les 22 peuvent ratifier déjà, ça peut déjà commencer à fonctionner. Sur les 55 États que compte le continent africain, 22, ça ne fait même pas la moitié. Et parmi les 22, ceux qu'on considère comme les géants du continent, tels que le Nigeria, tels que l'Égypte, l'Afrique du Sud, tout cela, ont traîné le pas, quoique jusqu'à présent, le Nigeria n'a même pas encore ratifié cette zone de libre-échange. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de pesanteurs, tels qu'il y a la lutte de leadership, c'est-à-dire les dirigeants qui veulent dire que c'est eux les leaders de ce continent. On n'a pas besoin de cela. Et on a aussi estimé que 55 pays sur 30 millions de kilomètres carrés que compte le continent africain, c'est trop d'États. Bien sûr, les États-Unis d'Amérique, c'est 9 millions de kilomètres carrés pour 50 États fédérés, mais c'est un pays qui a une seule politique étrangère. Et sur le continent africain, 55 États, ça fait 55 politiques étrangères. Tout cela, c'est des pesanteurs lourdes. Or, on avait cru même que l'Union africaine pouvait suivre peut-être la piste, c'est-à-dire l'exemple peut-être de l'Union européenne qui a réussi à se doter peut-être d'une politique étrangère qui est chancelante, mais qui existe quand même. On entend souvent parler la voix de l'Europe, mais on n'entend pas la voix de l'Union africaine. Parce que les dirigeants africains, ceux qui ont dit que l'Union africaine reste et demeure un syndicat des chefs d'État, n'ont pas tort, parce que les initiatives qu'on prend viennent très souvent en retard et n'ont pas encore réussi à résoudre les problèmes épineux qui se posent au niveau du continent. Et les initiatives qui sont prises ne sont pas toujours mises en application. Donc, il est question, bref, on peut dire que pour le moment, jusqu'à la période actuelle, l'Afrique manque de leaders charismatiques. Le dernier, on peut dire le dernier de Mohican, qu'on avait encore sur le continent, le colonel Muammar Kadhafi, qui voulait prendre le flambeau en vue de la constitution des États-Unis d'Afrique, a été liquidé en 2011. Vous vous rappelez de la guerre terroriste de l'OTAN en Libye, et à l'initiative de l'OTAN dirigée par les Nicolas Sarkozy, de Barack Hussein Obama, un descendant d'Africains, qui a pris sur lui. Bien sûr, il a dit par la suite que c'est la plus grosse erreur de son histoire, mais le mal est déjà fait, on ne peut pas le réparer. J'ai parlé tout à l'heure parfois d'une certaine arrogance des Noirs, d'une certaine condescendance des descendants des Noirs américains vis-à-vis de l'Afrique, ce qui n'était pas l'initiative des pères fondateurs du panafricanisme. Je rappelle qu'en Amérique, on trouve des Noirs milliardaires, multimilliardaires, et qu'il aurait suffi qu'ils s'intéressent un tout soit peu au continent en y investissant pour que ça donne un plus. Bon, peut-être qu'ils disent que les dirigeants qui sont au pouvoir ne font rien pour les attirer. Peut-être ils ont aussi raison, mais ils ne doivent pas se cramponner là-dessus pour dire qu'ils ne font rien pour le continent parce qu'on ne les a pas attirés. Ils peuvent prendre des initiatives autres pour venir en aide aux Africains et mettre en valeur les idées défendues jadis par le panafricanisme. Et à votre avis, est-ce que l'Afrique va sortir un jour? Est-ce que l'Afrique va briser cette chaîne de la dépendance en maître qu'est l'Occident pour respirer l'air total de l'indépendance?
Bien sûr, il faut rester. Bon, bien sûr, je viens de dresser un tableau sombre, mais ce n'est pas pour autant qu'il faille être pessimiste. Et les panafricanistes, les vrais panafricanismes ne manquent pas. Ils sont là. Le problème est qu'ils sont mis de côté par ceux qui se sont accaparés du pouvoir sans avoir les capacités pour l'exercer. Il y a des Africains qui réfléchissent, il y a des Africains dans le monde, dispersés dans le monde. Il y a la diaspora africaine. Si des Africains, des médecins africains, des ingénieurs africains parviennent à s'imposer dans la hiérarchie scientifique mondiale, ça veut dire que l'avenir est là, l'avenir est propre. Peut-être c'est le présent, le passé et le présent qui ont quelques pesanteurs. Il y a le futur est brillant, il faut garder espoir parce que avec de telles richesses que nous regorgeons, je parlais le tiers, l'Afrique a le tiers des réserves mondiales de matières premières parmi les plus stratégiques qui sont recherchées pour les industries de pointe. Un tel continent avec de telles ressources, on ne peut pas dire que son futur est hypothéqué. Et l'Afrique a des terres arables. L'Afrique a les plus grandes réserves d'eau douce. C'est-à-dire, hormis le continent antarctique, l'Afrique a des réserves d'eau douce. Je vous rappelle que l'eau qui se trouve sur le continent européen est entièrement polluée par les activités industrielles. C'est l'Afrique qui a encore de l'eau douce de bonne qualité. Et certains disent que dans un avenir pas très lointain, les Européens viendront chercher de l'eau vraiment potable sur notre continent. Vous voyez? Donc, on est le continent à l'avenir. J'ai parlé des terres, du climat qui peut permettre de cultiver des produits aussi stratégiques que le blé, que la vigne, ainsi de suite. Et comme cela, on va économiser de l'argent qu'on dépense par milliards chaque année pour importer ces produits qu'on aurait pu cultiver sur notre continent. Et l'Afrique est aussi une réserve mondiale de main-d'œuvre. Dans l'Afrique, c'est déjà pratiquement 1 milliard d'habitants. Vous voyez? Donc, et une jeunesse dynamique au moment où la population des pays industrialisés est en train de vieillir. Il y a un vieillissement de la population en Occident, un dynamisme de la population en Afrique. Et je ne voudrais pas que les gens aient l'habitude d'écouter les sirènes, les mauvaises sirènes qui disent que le fait qu'il y ait une forte natalité en Afrique, c'est un danger pour l'avenir. C'est plutôt une bénédiction pour l'avenir parce que dans quelques années, quand tous ces vieux Européens, tous ces vieux Occidentaux n'auront plus la possibilité de travailler. Je vous rappelle que chaque année, on est en train d'augmenter l'âge de départ en retraite. En Allemagne, c'est déjà vers 70 ans, vous imaginez, parce que la main-d'œuvre ne se renouvelle pas, les générations ne se renouvellent pas à cause d'un déficit démographique chronique qui fait en sorte que la population diminue au lieu d'augmenter. Ça veut dire que le continent africain a de nombreux atouts. Le problème, c'est juste la gestion, le système économique qui est mis en place, qui fait référence au libéralisme, le libéralisme sauvage, qui fait confiance à des prédateurs, ce que j'ai l'habitude d'appeler le gang de malfaiteurs de Bretton Woods. Je parle de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international que le grand économiste camerounais Chinjan Pouemi appelait le fonds de misère instantané. Et lui-même avait pris l'initiative de démissionner du Fonds monétaire international où il y travaillait parce qu'il s'est rendu compte que la politique pratiquée par cette institution était dangereuse pour le continent africain. Et malheureusement, quand un brillant économiste de cet acabit s'est permis de quitter, un autre grand économiste, ou bien comme il nous le dit, Alassane Dramane Ouattara, est entré dans le Fonds monétaire international au point de devenir vice-président, mais pour venir nous dire que le franc CFA, c'est la monnaie d'avenir pour l'Afrique,
que c'est une meilleure monnaie au moment où tout montre que c'est la pire des monnaies, qu'il faille trouver une autre solution. Donc, bref, pour répondre à la question, Suzanne, l'avenir appartient à l'Afrique. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que l'Afrique, c'est le paradis. On ne doit pas quitter le paradis pour aller en enfer. L'Europe, c'est déjà le passé. Leur passé, ils ont dominé le monde pendant 5 siècles. C'est terminé. L'avenir appartient à l'Afrique. Il appartient juste à ce qu'à un moment donné, ces panafricanistes, ceux-là, ces nationalistes, ceux-là qui veulent vraiment le développement de l'Afrique, parviennent au pouvoir et mettent leurs idées en application. Merci, Monsieur Simon Yefou, pour votre participation. Alors, pour sortir de ce programme, Monsieur Missi, partagez-vous le même point de vue que votre copanéliste? Bon, j'émettrais des réserves par rapport à un certain nombre de choses parce qu'il a cité beaucoup d'atouts que regorge l'Afrique. Cependant, avoir des atouts n'est pas suffisant. Il faut savoir également valoriser ces atouts-là. Et c'est ce que les Asiatiques ont fait, c'est ce que les Occidentaux ont fait. Parce que diaboliser également les autres ne va pas changer notre destin, ne va pas nous permettre de nous développer. C'est à nous de transformer nos esprits, hein, pour nous permettre nous-mêmes de nous développer. Parce que ce soit le FMI, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit l'Occident, ils ne viennent pas avec des armes pour nous. En fait, ils ne mettent pas des armes sur notre temple pour nous obliger à brader nos ressources ou à fuir vers leur pays. Non, c'est à cause de notre propre façon de faire qui fait en sorte que nous ne puissions pas nous développer. Donc le développement africain n'est la responsabilité que des Africains. Et si les Africains ne se prennent pas en charge, je suis désolé, nous n'allons pas toujours diaboliser les autres, pointer le doigt sur les autres. Quand est-ce que les Africains eux-mêmes pourront prendre leur destin en main? Ça, c'est la question. Parlant de l'Union africaine, n'oublions pas que l'Union africaine est financée à 70% par l'Union européenne. Donc, comment se fait-il que une organisation africaine soit financée par les autres? Forcément, ça va contre le sens parce que vous ne pouvez pas être financé par les étrangers et vouloir avoir des politiques de développement pour votre continent ou se plaindre que l'Union africaine ne fait rien. La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Donc, ça fait en sorte que l'Union africaine, je pense qu'à travers le problème de financement, a les points liés pour essayer de transformer un peu le continent africain. Donc nous devons saluer également l'initiative de Paul Kagame qui a initié la zone de libre-échange qui bientôt prendra effet parce que je pense que le Cameroun est également prêt à ratifier étant donné que les 22 pays ont déjà voté pour sa création. Donc véritablement, saluons quand même les efforts des uns et des autres parce qu'aujourd'hui, les conditions des Africains sont meilleures par rapport à avant. Donc, mais la jeunesse africaine doit prendre son destin en main, essayer de se mobiliser afin de se développer. C'est vrai que l'immigration clandestine fait en sorte qu'il y a beaucoup de fuites de cerveau. Mais qu'à cela ne tienne, nous savons pertinemment que à l'étranger, il réside beaucoup de bons cerveaux africains. Maintenant, quitte à nous maintenant de créer un environnement sain afin de les faire revenir en Afrique, afin de développer ce beau continent. Je pense que c'est mon point de vue. Merci à tous les deux, à M. Simon Yefou d'avoir honoré de sa présence cette invitation sur le plateau de Panafricanisme 101. Également, merci à vous, Monsieur Missi Ferdinand, pour avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève cette édition de Panafricanisme 101 sur Frika TV. Donnons-nous rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci.